Aujourd'hui, je vais vous présenter le métabolisme spécialisé des végétaux, une mine d'or pour le développement de produits à valeur ajoutée. Donc, merci au CRMR de me permettre de présenter cette présentation, cette panne de sciences. Donc, dans le fond, pourquoi je décide de faire une présentation aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons de participer à la panne de sciences. Dans le fond, premièrement, je voulais vous partager qu'est-ce que je fais chez Innofib, qu'est-ce qui me passionne, puis parce que j'aime beaucoup la science et l'innovation technologique. Et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez aussi un intérêt pour la science en général. Aussi parce que ça prend toujours une bonne raison pour prendre une bière, donc je pense que je suis la seule, mais santé. Aussi parce que ça m'a fait une raison de quitter le travail plus tôt. Puis également parce que dans cette période de confinement, on est tous à distance, mais ça fait du bien de se réunir, même si c'est virtuel, pour passer au travers le confinement. Donc voilà. Mais dans le fond, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est assez... j'ai décidé de la faire un peu plus générale et non parler d'un projet de recherche spécifique. Je voulais vous expliquer ce que je fais chez Innofib, sur quoi mes projets de recherche en général se concentrent et aussi par souci de confidentialité pour ne pas présenter des résultats là, de recherche spécifiques. Donc d'abord, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un métabolite spécialisé. Il faut comprendre que la plante est composée de différents groupes de molécules. D'abord, la biomasse végétale, elle est faite de matière lignocellulosique. Ces molécules-là, ce sont des molécules de structure. C'est des molécules qui apportent un soutien chez les végétaux. Et la matière lignocellulosique, dans le fond, elle est faite de polymères qui sont la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Ce sont des molécules très pertinentes, par exemple, pour faire du papier. Ça va être ces molécules aussi qui vont être pertinentes pour faire des biomatériaux. Mais ce n'est pas de ça aujourd'hui que je vais vous parler. La présentation va porter sur les métabolites. Et les métabolites se séparent en deux groupes. On a les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Métabolites secondaires, dans le fond, synonyme, c'est métabolites spécialisés. C'est vraiment sur ce groupe de molécules-là que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous explique la différence entre les deux. Un métabolite primaire, en fait, c'est essentiel à la vie de la plante et ça joue un rôle crucial dans le développement de celle-ci. C'est présent chez tous les végétaux, même, je dirais, c'est présent chez à peu près tous les organismes. Même nous, on a les métabolites primaires. Ça correspond au bloc de construction des macromolécules essentielles à la survie. Vous les connaissez, en fait, on a les acides aminés qui forment les protéines. On a, par exemple, les acides gras qui vont faire les couches lipidiques des membranes. On a les sucres qui peuvent faire, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, l'hémicellulose, l'amidon, ces choses-là chez les plantes. Et on a les nucléotides qui vont faire l'ADN. Là, j'ai comme les photos. Bon. Les métabolites secondaires, c'est non essentiel à la survie, mais ça a un rôle très important à jouer d'un point de vue évolutif. Ça aide à la sélection naturelle des plantes, donc ça veut dire les chances de survie et les chances de créer des générations futures. Les métabolites secondaires proviennent de voies de synthèse complexes qui sont parfois uniques à certaines plantes. Il y a des métabolites qu'on va retrouver dans plusieurs plantes, mais parfois, ça va être vraiment une plante spécifique qui va la produire, cette molécule-là. Et ça vient de voies de synthèse qui sont beaucoup plus complexes et spécifiques que les métabolites primaires, par exemple. Et ça demande généralement un apport énergétique pour être produit, transporté et entreposé à différents endroits dans la plante. Les trois groupes principaux, c'est les terpénoïdes, les composés phénoliques et les alcaloïdes. Je vais revenir sur la différence entre les trois tout à l'heure, puis on va voir aussi comment les groupes de molécules peuvent servir pour différents marchés. Pourquoi les plantes font des métabolites spécialisés? En fait, c'est ça qui est différent du règne végétal versus le règne animal. Le règne animal a développé des mécanismes de défense contre les prédateurs ou contre des conditions environnementales nuisibles qui sont différentes de chez les végétaux. Par exemple, les animaux, lorsqu'ils sentent un danger, ils vont pouvoir fuir, se sauver, se déplacer. Chez les végétaux, c'est plus compliqué. En fait, par exemple, si la grille du frêne arrive dans une forêt et qu'elle décide d'attaquer les arbres, bien, un arbre ne peut pas dire «
au revoir, je m'en vais dans une autre forêt pour ne pas me faire attaquer. Non, l'arbre est enraciné et c'est au fil d'années d'évolution que les végétaux ont fini par développer des molécules pour pouvoir se défendre contre des conditions dangereuses. J'ai mis une petite animation. Les métabolites spécialisés peuvent avoir un rôle de défense contre les stress abiotiques. Ça peut être, par exemple, pour se protéger contre les rayons UV, se protéger contre le vent, se protéger contre le froid. Ça peut être également des molécules de signal, par exemple des molécules qui sont plus volatiles puis qui peuvent aller agir à distance. Ça pourrait être, par exemple, pour attirer des pollinisateurs ou encore attirer des animaux qui mangeraient des insectes. Et ces insectes-là pourraient être nuisibles pour l'arbre, par exemple. Ça peut aussi avoir un rôle de défense contre les stress biotiques, par exemple les insectes, les moisissures, les bactéries, etc. En effet, les plantes ne font pas ça pour nous faire plaisir, puis pour qu'on puisse utiliser les métabolites pour développer des produits, mais ça fait que leur structure, étant donné qu'ils ont une activité sur l'environnement direct de la plante, bien, les structures font en sorte qu'ils peuvent avoir des propriétés biologiques intéressantes pour nous et qu'on peut développer des produits à valeur ajoutée à partir de ces molécules-là. Je vous ai mis des exemples, mais la liste n'est vraiment pas exhaustive sur les propriétés biologiques que peuvent avoir les métabolites spécialisés. Ça peut être antioxydantes, antimicrobiennes, cytotoxiques, anticancer. Il y en a vraiment plusieurs propriétés et la recherche dans ce domaine-là, elle peut être infinie parce que, comme je vous disais, les métabolites sont complètement différents d'une espèce à l'autre. Les marchés potentiels pour ces molécules naturelles-là sont principalement orientés vers les agents thérapeutiques naturels. On va parler de remèdes homéopathiques, des vitamines, teintures mères. Ça peut être aussi au niveau de la nutraceutique, qui est aussi appelé les aliments fonctionnels. En fait, ça, c'est des aliments qui ont des propriétés intéressantes pour la santé ou pour résoudre un problème chez les humains, par exemple, des probiotiques, des jus antioxydants. Et ça peut être aussi au niveau de la cosméceutique, cosmétique aussi. Dans le fond, la cosméceutique, c'est quelque chose, des produits pour la peau, mais qui ont un rôle à jouer, encore une fois, pour la santé, pour le bien-être. Donc, par exemple, une crème contre le vieillissement, de la crème solaire, de la crème anti-acné. La différence entre les trois groupes, on a les composés phénoliques. Pour les reconnaître, c'est un cycle aromatique, un groupement alcool, OH. Ce groupe de molécules-là peut avoir un rôle de support et être une barrière mécanique si, par exemple, ils sont sous la forme de tanins. Ça peut être des molécules qui agissent comme toxines et répulsifs pour se défendre contre les prédateurs. C'est des très bons antioxydants. Et grâce à ça, ils sont pertinents pour la prévention de plusieurs maladies comme le cancer, les problèmes inflammatoires, cardiovasculaires. Ce sont des molécules très intéressantes pour les marchés de la nutraceutique et de la cosméceutique parce qu'ils protègent contre les radicaux libres, donc contre le vieillissement des cellules. On a un exemple qui est connu, c'est le resveratrol. C'est un antioxydant qui est présent dans les raisins. Les terpénoïdes, ça, c'est la famille la plus large. Il existe énormément de molécules différentes qui font partie de la famille des terpénoïdes. Il y en a que c'est des plus petites molécules, comme par exemple des monoterpènes. Généralement, ces molécules-là vont être plus volatiles. Ça va être des composés aromatiques. Mais ça peut être aussi des longues chaînes où l'unité de base se répète plusieurs fois. Par exemple, le bêta-carotène, qui est un pigment. Les terpénoïdes sont les principaux composants des huiles essentielles. Comme je vous disais, c'est volatile, responsable des odeurs. Ce qui est intéressant avec les terpènes comme propriété, c'est qu'ils sont plus lipophiles, hydrophobes, et ils peuvent s'insérer, par exemple, dans les membranes, ce qui peuvent leur donner une propriété antimicrobienne parce qu'ils peuvent venir briser les membranes des petits micro-organismes, par exemple. Ce sont des molécules intéressantes pour les marchés de l'alimentaire, savon, tabac, parfum, etc. On a un exemple qui est bien connu aussi, c'est le limonène, qui est présent dans le citron, qui a une odeur de citron et qui est un composé aussi antimicrobien. La dernière famille, ce sont les alcaloïdes. Pour les reconnaître, c'est un cycle qui contient un azote.
Les alcaloïdes sont peu concentrés dans les végétaux, mais c'est généralement des molécules qui sont très actives. Ce sont des composés qui ont des effets neurologiques, qui vont agir au niveau du système nerveux central. Sont dérivés des acides aminés. Ils peuvent agir comme toxines et interagir avec les neurotransmetteurs. Ce sont des molécules, en raison de ça, là, de ces caractéristiques-là, c'est des molécules vraiment intéressantes pour le marché pharmaceutique. On en connaît. On a la morphine, qui est un antalgique antidouleur qu'on peut extraire du pavot à opium. Comment on les obtient, ces métabolites spécialisés? C'est par des techniques d'extraction. Puis des techniques d'extraction, il en existe vraiment plusieurs. Je ne peux pas toutes vous les présenter, mais j'en ai présenté quelques-unes qui sont un peu plus répandues ou d'autres qu'on est capable de faire chez Inofib sur lesquelles on travaille. Il y a beaucoup de techniques d'extraction qui se font par solvant. On peut parler d'une extraction pressurisée qui est aussi appelée extraction subcritique. Dans ce type d'extraction-là, dans le fond, on va augmenter la pression énormément et la chaleur. Ça va faire en sorte que le solvant va être beaucoup plus agité. Ça va changer sa constante diélectrique également et il va être beaucoup plus efficace pour aller chercher les composés d'intérêt. C'est aussi le type de système où on va envoyer des gaz inertes pour être certain qu'il n'y ait pas d'oxydation qui va se produire à l'intérieur du processus d'extraction. En industrie, généralement, la façon la plus simple de faire une extraction, c'est d'utiliser un réacteur chimique, comme vous voyez sur la photo. Un réacteur chimique, dans le fond, ça va. Il y en a différents modèles, mais certains, on peut ajouter de la chaleur, augmenter beaucoup la température. On peut ajouter de l'agitation. On peut augmenter également la pression pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ça va permettre une meilleure efficacité du solvant. Le solvant va mieux interagir avec la matrice et mieux s'infiltrer puis aller chercher le plus de composés possible. Et une que nous, on n'est pas en mesure de faire chez Inofib, mais qui est super intéressante, il y a d'autres centres de recherche qui possèdent les appareils, c'est l'extraction supercritique. En fait, cette méthode-là est effectuée à une pression très, très élevée et des températures quand même pas assez basses. Là, on parle d'autour de 30 degrés Celsius, mais 75 bars. Et c'est fait généralement avec du CO2. C'est un solvant qu'on peut quand même assez facilement condenser, qui va être amené à une phase, pas liquide, mais supercritique qu'on appelle, qui est une phase qui est juste à l'intermédiaire entre le liquide et le gaz. Et ça fait que le solvant va avoir des propriétés qui vont être à la fois similaires au gaz et au liquide. Et c'est une phase qui est super efficace pour aller chercher beaucoup de composés. Généralement, dans ce type d'extraction-là, on va aller chercher plus des composés hydrophobes. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que l'extraction est effectuée, bien, le solvant, quand il est plus condensé, il va s'évaporer, puis on obtient assez rapidement une poudre sèche où on n'a pas besoin de faire des étapes par la suite de séchage pour l'extrait. Il y a aussi des techniques d'extraction qui sont sans solvant. On pense par exemple aux presses à vis. Là, on voit un exemple d'un procédé qui permet d'aller chercher de l'huile d'oléagineux. On peut parler de l'huile de tournesol, l'huile de sésame, de l'huile de lin. Donc, c'est une presse à vis sans fin qui permet de presser. Il n'y a pas de solvant. On presse les graines, puis on obtient dans le fond l'huile qui est contenue à l'intérieur. Ça peut être aussi par des presses hydrauliques. Là, on a un exemple de presse qui serait utilisée dans le domaine du cannabis pour écraser avec la chaleur des fleurs de cannabis et aller chercher l'huile et avoir des concentrés en principe actif. J'ai aussi ajouté la technique d'entraînement à la vapeur qui, au lieu que ça soit une macération dans un solvant, bien, cette technique-là utilise les vapeurs d'eau. Et c'est comme ça, c'est par cette technique-là qu'on va aller chercher les huiles essentielles. Les composés volatiles vont être entraînés avec les vapeurs et ensuite condensés. L'eau va revenir plus sous forme liquide, dense, et l'huile qui provient dans le fond des plantes va flotter sur le dessus et c'est comme ça qu'on peut aller la séparer et l'obtenir. Voilà, il y en existe vraiment plusieurs. En fait, on travaille beaucoup sur les procédés d'extraction chez Inofib parce que chaque biomasse est différente et c'est toujours des travaux qui sont à répéter pour les adapter selon le type de biomasse qu'on possède.
On peut jouer sur plein de facteurs. Je vous dirais que les possibilités sont quasi infinies. On peut jouer sur la température, la pression, les ratios du solvant versus biomasse, la polarité du solvant, parce qu'il y a une règle, dans le fond, quand on fait de l'extraction, c'est ce qui se ressemble s'assemble. Donc, les molécules polaires vont vouloir aller vers les solvants polaires et les molécules non polaires vers les solvants non polaires. Tout dépendant de quel type de molécule on veut obtenir, il faut choisir le bon solvant pour le faire. La durée, on peut y aller avec plusieurs solvants ou même des extractions successives avec des solvants qui sont différents. On peut jouer sur l'agitation, la granulométrie, donc la taille des particules, le pH. En fait, il y a vraiment plusieurs paramètres qu'on peut changer et optimiser. Ensuite, comment c'est possible d'analyser ces métabolites spécialisés-là? Encore une fois, il y a énormément de techniques. Par contre, j'ai décidé de cibler celles qui s'adaptent le mieux à la caractérisation de métabolites spécialisés, mais aussi des méthodes que l'on possède chez Innofib. Une simple, en fait, c'est la spectroscopie UV visible. On peut aussi travailler en fluo. Ça, c'est une méthode qu'on utilise pour doser des familles de composés principalement dans des extraits de végétaux. Par exemple, un exemple que beaucoup font, c'est de doser les composés phénoliques par la méthode de Follin-Siaux-Calteux. Dans ce type d'appareil-là, on n'est pas nécessairement obligé de faire une chromatographie et de séparer les composés préalablement à la détection. Dans le fond, avec ce type d'appareil-là, ce qu'on peut faire, c'est faire réagir avec un complexe coloré des molécules d'intérêt. Et le complexe va réagir seulement avec les molécules spécifiques. Il va y avoir une coloration qui va apparaître et à la longueur d'onde, on peut détecter les composés qui nous intéressent. Par exemple, dans le cas des composés phénoliques avec le Follin-Siaux-Calteux, le complexe qui va être créé va être bleu. Et plus l'extrait va être bleu foncé, ça veut dire plus il y a de composés phénoliques et d'alcool à l'intérieur. Et plus l'extrait est bleu pâle, ça veut dire moins il y en a. Et on peut faire une courbe et faire du dosage de familles de composés de cette façon-là. Ça peut être aussi simple qu'un spectrophotomètre de base ou qu'un affichage numérique, mais on met la cuve et on a un résultat. Mais aussi, on peut intégrer la spectroscopie UV visible à des appareils plus complexes comme un HPLC qu'on voit qui est tout à droite de l'écran. Je vous ai parlé de chromatographie parce que je dirais que dans des extraits bruts de végétaux, c'est un incontournable, en fait, de faire, ça devient dur d'analyser des composés quand on a une soupe de molécules qui sont toutes ensemble. Donc, une technique pour pouvoir les analyser individuellement, c'est de faire de la chromatographie. Ceux qui ont eu des cours de chimie en ont peut-être fait. J'ai mis un schéma qui est, parce que ça se fait manuellement, j'ai mis un schéma très simple de c'est quoi le principe de base de la chromatographie. Ici, on a une colonne qui pourrait contenir de la silice, qui est notre phase stationnaire. Dans le fond, c'est du sable, c'est la petite poudre blanche qu'on a en haut. Il y a une phase mobile. Dans le cas d'une chromatographie liquide, c'est un solvant. Dans le cas d'une chromatographie gazeuse, ça serait un gaz qui passe au travers la colonne. Et dans le fond, généralement, la chromatographie, on sépare les composés en fonction de leur polarité. C'est ça la caractéristique qui va permettre de les séparer. Une molécule qui est généralement, dans le fond, la phase stationnaire et la phase mobile vont avoir des polarités qui vont être assez opposées. Et tout dépendant, les molécules, si elles sont plus polaires ou moins polaires que leurs voisines, bien, elles vont rester plus longtemps ou moins longtemps dans la colonne. Et à la sortie, c'est là qu'on peut les analyser à des temps différents. Là, on a un exemple ici de chromatographie liquide. Dans le fond, dans les tubes, j'ai mis différents formats de colonnes, mais dans les tubes, il y a de la silice. Et c'est là-dedans qu'on va faire passer le solvant et l'extrait, les molécules, dans le fond, qu'on veut analyser. Et dans le cas de la chromatographie gazeuse, en fait, ça ressemble à un long fil de cuivre qui est tout enroulé. Et ça fait plusieurs mètres et c'est dans ça que passent les composés. La silice, dans le fond, est sur la paroi. C'est un tube capillaire. Là. Ça va ressembler à ce que vous voyez à l'écran.
Le principe de la chromatographie liquide, en fait, c'est ça, comme je vous disais, on va faire passer des solvants. Ça va être souvent, on va utiliser un mode gradient où ce qu'on va changer les proportions de solvants pour faire sortir plus ou moins rapidement les composés de la colonne. Il y a un auto-échantillonneur avec une seringue qui va venir prélever l'échantillon, qui va l'envoyer dans la colonne. Et ensuite, à la sortie de cette colonne-là, il va y avoir un détecteur. Puis des détecteurs, il en existe vraiment différentes sortes. Là, tantôt, je vous ai parlé de l'UV visible. Ça peut être aussi, UV visible va être plus utile pour faire de la quantification, alors qu'un spectromètre de masse va être plus pertinent, par exemple, pour faire de l'identification lorsqu'on a une base de données. Ça va être discriminant pour faire identifier un composé, par exemple. Et là, je vais faire une petite annonce parce que je suis super contente de ça. Innofib possède maintenant un HPLC qui a un détecteur d'AD, ça veut dire barrette de diode. Ça, c'est un détecteur UV, mais qui peut analyser toutes les longueurs d'onde en même temps. C'est assez commun comme détecteur. Mais nous, on a décidé d'ajouter avec ça un détecteur CAD, qui est un détecteur à aérosol chargé, qui est un détecteur universel parce que dans le cas d'un détecteur d'AD, on peut juste analyser des composés qui ont un chromophore. Ça veut dire qu'ils peuvent être absorbés dans l'UV visible. Mais si, par exemple, on veut analyser des sucres ou encore des terpènes qui n'ont pas ça, des chromophores, ben, on n'est pas capable de les voir par HPLC. Avec le détecteur CAD, on va être capable de les voir. Ça nous permet d'être beaucoup plus large dans le type d'analyse qu'on peut faire. On a aussi, le HPLC n'est pas juste analytique, il est aussi, on peut le convertir en mode semi-préparatif. Ça veut dire qu'il est capable de supporter des gros débits, des grandes colonnes. Il y a des seringues adaptées pour des gros volumes, en tout cas des plus gros volumes, et ça fait qu'on peut envoyer beaucoup d'échantillons en même temps dans l'appareil. Et on a un collecteur de fractions. Donc là, ça devient vraiment intéressant quand on veut étudier l'activité biologique des composés parce que je peux dire à mon HPLC, bon, ben voici le pic de taxifolin. Donc, tu vas me prélever ce pic-là, tu vas me l'envoyer dans cette éprouvette-là. Je vais le faire plusieurs fois, je vais avoir une bonne quantité de taxifolin, puis ensuite, je vais pouvoir aller le tester sur des cellules, par exemple, ou je vais pouvoir aller le tester sur des micro-organismes. Je peux faire des tests biologiques avec ma molécule isolée par la suite. On a aussi chez Innofib un appareil à chromatographie gazeuse. C'est le même principe, en fait, que ce que je vous ai montré précédemment. C'est juste que la phase mobile, c'est un gaz. Et dans le fond, pour faire sortir les composés plus ou moins rapidement de la colonne, on va jouer plutôt avec la température du four. Mais le principe reste sensiblement le même. Et maintenant, je vais vous parler juste rapidement de quelques exemples de projets sur lesquels je travaille chez Innofib. J'ai des projets de recherche actuellement et à venir sur le cannabis. Dans le fond, les producteurs de cannabis ont un objectif commun, c'est de développer des produits riches en principes actifs. Puis pour y arriver, les producteurs de cannabis vont jouer sur plusieurs paramètres. Certains vont étudier plutôt les génétiques, faire différents croisements et vouloir avoir la meilleure génétique qui va produire le plus de principes actifs. On peut les aider pour faire le dosage de leurs produits. C'est le type de projet qu'on peut faire, par exemple, en partenariat avec l'UQTR qui travaille sur ça aussi. Il y a certains producteurs qui vont faire varier les conditions de croissance, les conditions de sol, lumière, humidité. Encore une fois, on peut voir c'est quoi l'impact de ces différentes conditions-là sur leur plan, sur leur production de principes actifs. On peut aussi accompagner les producteurs dans leur technique d'extraction, trouver les meilleures conditions d'extraction, les meilleures techniques pour leurs besoins. Et aussi, qu'est-ce que j'ai observé quand je parle à des producteurs de cannabis, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent faire un transfert technologique des méthodes artisanales vers un procédé industriel. En fait, ça ne fait pas si longtemps que ça que le cannabis est rendu légal puis qu'on peut faire des extraits au Québec, au Canada. Et
ça fait qu'il y avait beaucoup de monde de la zone noire qui sont maintenant dans la production de cannabis et ils ont des super bonnes idées parce que c'est des gens qui ont développé ça dans leur garage et dans leur sous-sol, mais c'est souvent artisanal et ça n'a pas de paramètres qui sont contrôlés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut aider les producteurs à avoir quelque chose qui s'adapte mieux à une production industrielle ou quelque chose qui est plus contrôlé, disons. Il y en a certains aussi qui s'intéressent aux synergies et aux effets d'entourage parce qu'il y a certains cannabinoïdes, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils ont un effet synergique. Et il y a plusieurs études aussi qui démontrent que les terpènes, en fait, le cannabis produit beaucoup de terpènes et ils sont sécrétés aux mêmes endroits que les cannabinoïdes dans les trichomes des fleurs. Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que la présence de terpènes a un effet modulateur chez l'effet des cannabinoïdes. Donc, un même extrait qui possède juste mettons la même concentration de THC, mais qu'il y en a un qui possède les terpènes et l'autre qui ne les possède pas, en fait, le produit qui possède les terpènes va être plus efficace. Et ça, chez les consommateurs réguliers de cannabis, ils sont au courant de ça et ils le savent. Et pour eux, le profil terpénique est important chez un bon produit de cannabis. Et aussi, il y a plusieurs produits qui peuvent être développés. Il y en a qui vont faire des transformations, qui vont faire des produits topiques, des produits comestibles qui peuvent se faire inhaler. Et dans le fond, ils ont besoin de tester la biodisponibilité ou encore les effets thérapeutiques de ces nouveaux produits-là. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut explorer au niveau du cannabis. Et j'ai une autre annonce à vous faire. Innofib, dans le fond, vous voyez qu'on travaille là-dessus, mais on est en toute légalité parce qu'on possède une licence d'essai analytique depuis février dernier qui a été délivrée par Santé Canada et ça nous permet de faire des analyses sur le cannabis. Donc, si jamais vous avez des besoins, on est là. Et finalement, je vais finir avec, dans le fond, les projets de valorisation des résidus de végétaux. On en a vraiment plusieurs projets sur lesquels j'ai participé de près ou de loin dans la valorisation de résidus. Et en fait, les différentes étapes sont pas mal toujours les mêmes. Les défis qui sont rencontrés sont pas mal toujours les mêmes, tout dépend. Et c'est sur tous les projets de valorisation de la biomasse résiduelle. On a eu des projets sur des résidus d'écorce provenant de l'industrie forestière. J'ai eu des projets aussi sur des fruits ou même les résidus d'arbres à fruits. Des projets sur, dans le fond, des résidus post-extraction d'huile essentielle, parce que quand on fait une extraction d'huile essentielle, on va chercher les composés volatiles, mais le reste de la biomasse peut être pertinente pour faire autre chose, par exemple. Ou encore, j'ai travaillé sur la sclépiade. La sclépiade, dans le fond, c'est une plante qui est de plus en plus, qui est de plus en plus d'intérêt pour sa soie. Mais dans le follicule, la littérature démontre qu'il y a des composés anti-cancer. Puis aussi, l'asclépiade fait des graines et ces graines-là contiennent des lipides qui peuvent être intéressantes pour des avantages nutritionnels, dans le fond. Et les activités réalisées, pour certains projets, des fois, c'est des plus petits projets où on va travailler principalement sur une étape, mais il y a d'autres projets où on va travailler sur toute la chaîne du début de la biomasse jusqu'à produit fini à valeur ajoutée. Et dans tous les projets de valorisation, les étapes sont assez similaires. On peut travailler au niveau du conditionnement, donc broyage, tamisage, séchage, entreposage. L'extraction aussi, je vous en ai parlé, ça fait partie des étapes importantes de nos projets. Chez Innofib, dans le fond, on essaye beaucoup de valoriser les instruments papetiers pour leur donner une seconde vie. Et ce qu'on fait de différent des fois des autres centres, c'est qu'on utilise les technologies papetières pour faire de l'extraction. Donc, on a une expertise là-dessus. On travaille aussi, ça, c'est pas toutes les activités biologiques qu'on peut tester, évidemment, chez Innofib. Il y en a certaines qu'on est en mesure de faire dans nos labos. On travaille aussi sur la caractérisation avec les instruments que je vous ai parlé tout à l'heure. On peut travailler également sur le fractionnement. Comme je vous ai parlé avec le collecteur de fractions, c'est une façon de séparer, mais on peut aussi y aller un peu plus grossier. Par exemple, en faisant du fractionnement liquide-liquide, on peut faire des étapes par la suite qui nous permettent de concentrer certaines molécules
ou en enlever des indésirables. C'est des travaux qu'on peut réaliser. Et là, c'est moins notre expertise, mais parfois, on peut travailler également sur la formulation. Il y a des fois des produits, finalement, on se rend compte que ça n'a pas la texture qu'on veut ou c'est pas soluble, c'est difficilement soluble. Donc, est-ce qu'on pourrait ajouter des surfactants ou des choses comme ça dans la formulation? On peut contribuer sur ça aussi. Donc voilà, c'était ce qui faisait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je veux dire encore merci au CRMR, merci à mes collègues d'Inofib, aux gens avec qui je travaille, je collabore avec l'UQTR ou même d'autres centres de recherche et les organismes subventionnaires qui me donnent de l'argent pour travailler. Voilà. Merci.